1950, un jeune homme en colère arrive à Hollywood. Veut-il s'échapper de son passé? Il va bouleverser l'histoire du cinéma. Son premier rôle est celui d'un paralytique, mais n'est-ce pas lui-même qu'on voit sur l'écran, celui qui fait tourner les têtes sur son passage? Celui qui, rentrant dans une pièce, la charge d'électricité. Il dérange, perturbe. Matt comes in fast now with a left to the head. He glances off, didn't do very much damage. Jenkins jabs with the left and brings over a right. Une charge explosive. A fast left and right by Jenkins. I think Pyle is hurt. And he's holding on now. Jenkins is trying to measure it. Gare à celui qui allume la mèche. But what are you looking at? He clenched the rest of the center of the ring. He was trying to shake Pyle off. Three now, some pressure. Marlon Brando, un acteur sous haute tension qui toute sa vie sera le rebelle d'Hollywood, le tourmenté, l'ombrageux, l'homme d'un conflit intérieur. D'une colère, insolite, incongrue quand on a la gueule d'un ange. Une de ses particularités est cette combinaison entre la douceur, un côté presque féminin, et ce mécontentement violent, parfois dangereux. Le mélange des deux, explosif, faisait qu'il crevait l'écran. The face and your fingers are disgustingly greasy. Go wash up and then help me clear the table. Now, that's how I'm going to clear the table. Don't you ever talk that way to me. Pig, Pollock, disgusting, vulgar, greasy. Those kind of words have been on your tongue, and your sister's tongue is too much around here. What do you think you are, a pair of queens? Just remember what Huey Long said, that every man's a king, and I'm the king around here. And don't you forget it. My place is all cleared up now. You want me to clear yours? When I first saw him, in a way it was disturbing. Quand je l'ai vu, c'était perturbant. Disturbing but good. Perturbant mais bien. In that he was il était tellement relié à ses émotions d'une manière simple et vraie. Et centré sur lui-même, il était unique. On se disait, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Comment devient-on Marlon Brando? Par la souffrance, par une enfance sinistrée, saturée d'émotions, qu'on porte avec soi toute sa vie. Au dehors, une façade, le rêve américain. Un enfant du Midwest, au cœur de l'Amérique. Le garçon d'Omaha dans le Nebraska. Au-dedans, la souffrance. Marlon a 8 ans. Il est près de son grand amour, sa mère Dodie. Un amour total qu'il vit toujours sous la menace. Elle est alcoolique. Il rentrait à la maison. Elle était saoule. Il voulait qu'elle soit une mère comme les autres. Et elle ne pouvait pas. L'après-midi, elle n'est plus là. Marlon part à sa recherche, fait la tournée des bars, la découvre affalée. Elle est ivre. Il la ramène, la déshabille, la couche. Le fils est le gardien de sa mère. Il voulait désespérément attirer son attention. Et pour y parvenir, il se mettait devant elle et il imitait les animaux. Il avait trouvé ça. Il imitait la vache, roulait des yeux. Il était très doué. Sa mère le regardait et souriait.
Et pour faire durer ce sourire, il imitait d'autres animaux. Jouer pour ranimer une absente. C'est son premier rôle, l'outil du désespoir. Le rôle de la mère, c'est Jocelyne, l'aînée, qui le tient auprès de Franny et Marlon. Le père est absent. Il est parti sur les routes, représentant un produit chimique. Il court les femmes, collectionne les maîtresses, fréquente les bars, les maisons de passe. Lui aussi est alcoolique. Lui aussi s'appelle Marlon. De retour chez lui, il impose un ordre strict. Il a plus que tout le souci des apparences. Une hypocrisie qui révolte son fils. I can't remember very many good things. 11 ans, des années de souffrance déjà, celle d'un enfant d'alcoolique. La colère le brûle, le dévore. Quand les mots se refusent, il reste la musique, la batterie dont il joue pendant des heures. Sur le qui-vive, à l'étage, les scènes entre ses parents se multiplient. Marlon entend des coups. Il est le gardien de sa mère. Quand Brando, à l'âge de 12 ans, monta et dit à son père « Si tu frappes encore maman, je te tue », le père a cessé. Sa fureur contre son père s'exhalait. Il a haï son père. Toute sa vie, jusqu'à sa mort. 17 ans. Marlon est renvoyé du lycée. Il est dyslexique, trop perturbé pour apprendre. C'est un marginal qui erre dans la campagne, près de la ferme familiale. Il est le solitaire, celui dont seuls les animaux reconnaissent le pas. Un chien, une vache que Marlon doit traire 2 fois par jour. Quand il quitte la maison, il sent le purin. Il est le petit bouseux, mort de honte. Une gueule d'amour qui tombe toutes les filles, mais un petit sauvage. 2 années dans une académie militaire n'y changeront rien. Marlon est renvoyé et réformé pour un genou abîmé au football. Il ne fera pas la guerre et veut s'échapper de son enfance. À 19 ans, il part pour New York. Pour le petit provincial, c'est le choc de la grande ville, le terrain de toutes les découvertes, où les hommes jeunes sont denrées rares. À chaque seconde, des centaines de femmes. Et dans le métro, des centaines de visages qu'il dévore des yeux, arpentant la ville du nord au sud. Il loge à Patchin Place, une impasse bucolique au cœur de Greenwich Village. Il n'est pas seul. Ses 2 sœurs sont là, avec leurs compagnons et leurs enfants. L'une est comédienne, l'autre apprend la peinture. Marlon est au pied du mur. Que veut-il faire de sa vie? Quelle est sa place? Dans un hôtel de Greenwich Village, le voici garçon d'ascenseur. Un expédient qui le rapproche de son destin. Dans l'immeuble d'en face entrent de nombreuses filles. Il les suit. Il rentre. C'est une école d'art dramatique. Que ce garçon d'ascenseur ait traversé la rue vers cette école est un miracle. Il ne savait même pas qu'il voulait être acteur, mais il est rentré dans l'école. Inscrit à la New School, Marlon vit l'apprentissage d'un jeune comédien. Des cours qu'il suit en jeans et en basket, sans enthousiasme. Quand il pénètre dans la classe de Stella Adler et s'installe à l'écart, fasciné.
Stella a été l'élève du comédien russe Stanislavski. Elle transmet sa méthode, fondée sur la vérité des émotions. Marlon vit un miracle. La grande dame le respecte. Elle donne une valeur à ce qu'il est. Elle le pousse à être lui-même davantage. Elle a sans doute été la personne la plus importante de sa vie. Elle était son mentor, sa déesse, sa muse. Elle avait toutes les réponses. Stella lui donne accès à une culture. Il lit Dostoïevski, Freud, découvre les religions hindoues. Il mène une quête spirituelle qu'il partage avec Hélène, la fille de Stella, qui devient sa compagne. Il vient la chercher à la sortie de la faculté. Pour l'éblouir, il l'emmène à Central Park. Depuis l'enfance, Marlon le solitaire imite à la perfection tout ce qui vit, un don qui stupéfie les autres. Un de ses traits les plus remarquables était son humour. C'est une des personnes les plus drôles que j'ai connues. Il pouvait imiter des animaux, des fruits, des gens, des objets, comme des seins de 12 ans. Il me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Ce sont des seins de 12 ans. Vous voyez, c'était un enchantement. La famille l'adorait. Ma mère l'adorait. Il était espiègle. Il avait un tel humour, à tomber par terre. Toujours jouer. La vie n'est qu'une suite de jeux dans laquelle il entraîne ses nouveaux amis, comme l'acteur Montgomery Clift. Féminin, masculin, une force vitale. Marlon pratique la boxe, il hante les salles de musculation. Il intègre le ballet de Catherine Dunham, se rêvant en danseur, un danseur noir. Sur scène, sa place sera celle d'un joueur de conga. Danseuse, chorégraphe, Catherine Dunham est son autre muse, sa déesse primitive, celle qui détient d'autres secrets. Ceux des rythmes africains. Dans la communauté haïtienne de Harlem, il cherche la transe. Primitif, sexuel, sauvage, mais également spirituel, angélique, avide de culture. Marlon Brando, entre ombre et lumière, offre un double visage, au charisme singulier. Il était comme un aimant dans une mine. Quand vous sentiez ses ondes, vous étiez pris. Il entrait dans une pièce et les volets tremblaient. Tout le monde s'arrêtait, net. Un magnétisme qui lui ouvre les portes des théâtres. Les grands agents de New York l'ont repéré. De mauvaise grâce, il auditionne et enchaîne plusieurs petits rôles. Presque étonné, Marlon a trouvé sa place. Il sera acteur. Est-ce vraiment son choix, son désir profond? Ou bien une place qui lui est assignée par les autres? Il avait d'excellentes critiques. Ce qui lui importait, ce n'était pas sa performance, mais d'être apprécié. On lui disait « Vous êtes merveilleux, Marlon. Qu'allez-vous faire ?»
C'étaient des mots qu'il n'avait jamais entendus, de personne. Son père ne lui faisait que des reproches. Tu es un bon à rien, un fainéant, tu ne sais rien, tu ne feras rien. Marlon était habitué à ces mots. Son premier grand rôle, il le trouvera dans une pièce qui deviendra un classique, Un tramway nommé Désir. L'histoire de Blanche Dubois, une femme menacée de folie qui vient vivre à la Nouvelle-Orléans. Une pièce mise en scène par Elia Kazan, écrite par Tennessee Williams, qui a voulu cet acteur de 23 ans, trop jeune pour le rôle de Stanley Kowalski. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que Tennessee en pinçait pour Brando. Je ne parle pas de sexe. Il trouvait Brando formidable. Il était enchanté. Il m'a soutenu dans les moments durs. T'en fais pas, il est parfait. S'ils sont 9 acteurs sur scène, le public d'emblée n'en voit plus qu'un. Il chuchote, il marmonne, il hurle, il sanglote. Il ne dit pas son texte, il le vit. Les 1400 spectateurs sont en état d'hypnose. Chaque soir, ses partenaires stupéfaits découvrent un nouveau Stanley Kowalski. Par son intensité émotionnelle, il franchit une limite, du jamais vu à Broadway. Il est incroyable, car on ne peut se détacher de lui. Il ne s'en prend pas seulement aux femmes, il s'en prend aux convenances, aux bons sentiments. Il provoque. Et il le faisait dans sa vie. Vous ne saviez jamais où il couchait, avec qui il était, qui il fuyait, contre qui il était en colère. Chaque jour, il amenait un drame sur le plateau. Jouée à guichet fermé, la pièce est un triomphe à New York qui retentit dans le monde entier. Chacun veut découvrir la panthère lâchée sur la scène. Les critiques s'égosillent, parlent de révolution dans le jeu d'acteur. Marlon est la coqueluche de New York, celui qu'il faut avoir vu pour le croire. La célébrité d'un coup, mais qui est une prison quand on est assoiffé de liberté. Il prend le large. 1949, Marlon a 25 ans. Le voici parti pour la France, sa terre de liberté. Le pays de son cœur. Un oxygène qu'il viendra respirer tout au long de sa vie. À Paris, il rencontre Christian Marquand, un jeune acteur. Un coup de foudre. Une histoire d'amour qui lui est plus facile peut-être de vivre avec un homme qu'avec une femme. Une tendresse pour toute la vie qui se poursuivra en Amérique comme en France. Plus tard, Marlon appellera son fils Christian. Ensemble, ils voyagent. Marlon prolonge ses derniers moments de liberté. Il est à la croisée des chemins. Il avait refusé les propositions du cinéma, mais il n'en peut plus du théâtre, des 8 représentations par semaine. Il a besoin d'argent. Il est temps de se vendre à Hollywood. Les vedettes y vivent encore sous le règne des studios. Elles sont leurs employées, signent des contrats de longue durée. À chacune son type de rôle, son personnage. Le cinéma n'est pas encore éloigné du théâtre. Le texte est premier et l'émotion passe d'abord par les mots. Pour Marlon, le corps est premier.
Et son personnage est un paraplégique, une victime de la guerre, un impuissant confronté à l'amour de sa compagne. Pour se préparer, il vit 3 semaines parmi les paralytiques. Il entend vivre, sentir, comme si ces 2 jambes n'existaient plus. Il va tout vivre de l'intérieur. Sa partenaire, Teresa Wright, est de l'ancienne école. « Je me suis tranché la gorge », dira-t-elle en acceptant de jouer face à lui. Darn wires go every which way. Let me have it. My carpet. Oh, I hope it won't stain. I heard somewhere that cold water would... What's the matter? Nothing. I'll get some water. What are you looking at? You've seen this before. I'm sorry. I don't like the way you're looking at me, Ellie. I said I was sorry. Yeah, I know, but what are you sorry for? I don't know. Stop putting me on trial. You pick at me so I can't think. Wait a minute, what are you thinking? Are you thinking you made a mistake? Is that it? You're sorry, aren't you? Le film passe inaperçu, mais tout le métier le sait. Une étoile est née. D'habitude, quand vous représentez des acteurs, des réalisateurs, des auteurs, vous cherchez du travail pour eux. Je n'ai jamais eu à le faire pour lui. Les propositions affluaient. Aussitôt après, un rôle mythique. Stanley Kowalski, l'ouvrier de la Nouvelle-Orléans, qu'il incarne au cinéma. Le monde entier va essuyer la colère de Brando. Elia Kazan le dirige à nouveau, prenant auprès de Marlon la figure d'un père spirituel. À côté de Vivian Leigh, la star d'Autant n'emporte le vent, c'est Marlon, le nouveau venu, qui montre la voie. La différence tout de suite éclate entre celle qui joue et celui qui ne joue pas. You must be Stanley. I'm Blanche. Oh, you're still sister. Yes. Oh, hi. Yeah, where's the little woman? In the bathroom. Oh. Well, where you from, Blanche? I live in Oriole. Oriole, huh? Oh, yeah, that's right, Oriole. That's not my territory. Man, look, it goes fast in the hot weather. You want a shot? No, I rarely touch it. Well, there's some people that rarely touch it, but it touches them often. Hey, you mind if I make myself comfortable? My shirt is sticking. Please do. Be comfortable. That's my motto up where I come from. It's mine, too. It's hard to stay looking fresh in hot weather. Why, I haven't washed or even powdered. And here you are. Well, you know, you gotta be careful. You're sitting around a damn thing gets you cold. Especially when you've been exercising hard like bowling is. Well, you're the teacher, aren't you? C'était un maître dans le contrôle du silence. Il s'arrêtait net, immobile, et contrôlait le silence. C'était instinctif. Tout était naturel chez lui. Stella. Hey. Hey, Stella.
Honey, where are you? Un acteur d'instinct Stella? qui instaure une liberté physique, émotionnelle aussi, celle du héros qui pleure, en proie à une vraie souffrance. Hey, baby! Est-ce seulement Stanley qui cherche sa femme Stella? Ou bien Marlon, un garçon de 14 ans, implorant sa mère disparue dans un bar? Marlon est désormais plus qu'un acteur. Il devient une icône. T-shirt collant, jean moulant. Le nouveau mâle américain est né. The Robin Hood of Mexico. The man with a circle around his name. A machete in his hand, fire in his blood. You! Yes, my president. What is your name? Emiliano Zapata. Avec Zapata, son troisième rôle, sous la direction d'Elia Kazan toujours, il incarne le chef d'une révolution paysanne au Mexique. Sa révolte trouve un sens politique. Mais c'est un révolutionnaire revu par Hollywood, maquillé avec du latex, des lentilles, un postiche. Marlon, le guerrier héros, poursuit son destin d'icône dans un siècle qui devient celui de l'image. Les révolutionnaires, au même moment le sénateur McCarthy les traque, dans des interrogatoires qui ne sont pas du cinéma. C'est la chasse aux sorcières, celle des communistes américains. Lors des auditions, tout le monde n'aura pas le cran du scénariste John Lawson, qui paiera son courage de la ruine de sa carrière. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism. That's not the question. The question is, have you ever been a member of the Communist Party? I have told you that I will offer my beliefs, my affiliations. Stand away from the stand. I have written for Americanism for many years, and I shall stand away from the stand. Fight for the Bill of Rights, which you are trying to destroy. Au printemps 52, c'est au tour d'Elia Kazan, qui confesse son crime. Au milieu des années 30, il a été membre du Parti communiste. Mais donnant le nom de 8 de ses camarades, il obtient l'impunité. Leur carrière est détruite. En apprenant la nouvelle, Marlon a pleuré. Son père spirituel est un mouchard, un salaud. Une trahison intime, alors qu'il s'apprête à relever le grand défi de sa carrière. Marc-Antoine dans Jules César. Marlon vit une autre histoire de trahison, shakespearienne. Joseph Mankiewicz lui a proposé le rôle. Depuis, Marlon vit dans la peur. Le voici au milieu des meilleurs acteurs anglais, les grands shakespeariens. John Gielgud, James Mason, lui, le Yankee, le plouc du Nebraska, qui a toujours marmonné ses textes. Marlon le dyslexique est confronté au pentamètre de Shakespeare. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. Ce défi, il le relève pour sa mère, Dodie. « Tu n'as rien fait tant que tu n'as pas abordé Shakespeare », lui a-t-elle dit. Car Dodie, autrefois, était actrice. Elle était l'âme du théâtre de Mahe, la vedette auprès de qui Henry Fonda fit ses débuts. Le théâtre était sa vie, les décors, les costumes, mais surtout la scène. Dodie était une actrice qu'on venait voir depuis New York et qui, pour suivre son mari, a tout sacrifié. Acteur, Marlon est aussi pour accomplir le rêve de sa mère.
il a épousé son désir et veut l'éblouir. Dans les habits du guerrier, il se prépare à la bataille. Les gardiens de la tradition le jaugent. Mark Antony. Pardon me, Caius Cassius. The enemies of Caesar shall say this. Then in a friend it is cold modesty. I blame you not for praising Caesar so. But what compact mean you to have with us? Will you be pricked in number of our friends, or shall we on and not depend on you? Therefore I took your hands, but was indeed swayed from the point by looking down on Caesar. Friends, am I with you all and love you all, upon this hope that you shall give me reasons why and wherein Caesar was dangerous. Or else were this a savage spectacle. Our reasons are so full of good regard that were you Antony, the son of Caesar, you should be satisfied. That's all I seek, and am moreover suitor that I may produce his body to the marketplace, and in the pulpit as becomes a friend, speak in the order of his funeral. You shall, Mark Antony. Brutus, a word with you. Les assassins de César se retirent, mais aussi les deux grands acteurs anglais. Marlon le sent. Il a gagné la bataille. Quel est le meilleur acteur du monde? Le même nom toujours revenait, Laurence Olivier, le grand shakespearien. C'est désormais Marlon Brando, le Yankee de 29 ans, qui a triomphé de Shakespeare. Dominant la foule du forum, voici Marlon qui proclame au monde « L'Amérique est la grande puissance artistique ». C'est elle, désormais, qui impose le modèle du grand acteur. Il a représenté un jalon. Les acteurs se situent avant ou après lui. On se rencontrait, moi, Dustin Hoffman et Gene Hackman. Et en une après-midi, si on citait le nom de Brando, on en parlait 25 fois. Il était comme un héros qui surgissait. Si différent, singulier. Comment devient-on Marlon Brando? En refusant toutes les étiquettes, en se moquant des attentes, en restant souverainement libre. We got this town on a rope. Après Shakespeare, Marlon fait le grand écart. Johnny Strabler, le chef d'une bande de motards, un ange de l'enfer qui sème la panique dans une petite ville de Californie. L'Amérique alors ignore sa jeunesse. Elle scrute les faits et gestes d'Eisenhower, son président, le gentil grand-père d'une Amérique paternaliste. En bottes et perfecto, Marlon provoque. Il est la figure du rebelle pour la jeunesse qui étouffe. Il ouvre la brèche. Dans son sillage surgit un jeune chanteur de 20 ans dont il est l'idole et qui lui a repris la moto et le perfecto, Elvis Presley. Le t-shirt et le jean, la fureur de vivre, un jeune acteur à son tour les reprend. James Dean, qui depuis ses débuts décalque le style de son aîné. James Dean était à l'époque un tout jeune acteur qui débutait. Il était obsédé par Brando. Il s'habillait comme lui, avait une moto. Marlon était le premier. La révolution est en marche, celle amorcée par quelques icônes qui suscitent l'avènement d'un nouvel âge. Au même moment, à Hollywood, les deux emblèmes qui ont inspiré la culture jeune. Sa mort à 24 ans a mis James Dean en avant, mais de son vivant, il fut le premier disciple de Marlon.
Terry Malloy, le docker de New York, complice de la mafia mais avide de pureté. Son nouveau personnage. Face à Kazan de nouveau. Kazan, la balance, le donneur, dont il a refusé 2 fois le scénario. Sam Spiegel, le producteur, était là. Il a su trouver les mots. Kazan assume son choix, Marlon doit lui parler. Terry Malloy est un rôle en or pour lui. He's one of my philosophy of life. Do it to him before he does it to you. Come on, I better get you home. There's too many guys around here with only one thing in their mind. Am I going to see you again? What for? Il est superbe dans ces scènes, car c'est un dur, révélant une tendresse à laquelle on ne s'attend pas. En même temps, c'est un salaud et un traître. Pourtant, on veut l'aider. Stay away from me! Le film est également un plaidoyer pour son auteur, Elia Kazan. Il défend le parti qu'il a pris en dénonçant ses camarades. La délation peut-elle parfois se justifier? Terry va dénoncer en justice la mafia locale. Corrigé par son chef, il tiendra bon, seul contre tous. Le voyou devient un type bien. Dans la dernière séquence du film, c'est une figure christique qui gravit un chemin de croix. Terry a gagné sa rédemption. L'Amérique pleure. Elle jubile. Le rebelle est rentré dans le rang. Marlon est mûr pour le sacre. Celui des Oscars. The winner is Marlon Brando's On the Waterfront. Un sacre presque obligé. 3 fois déjà il avait été nominé, écarté sur le fil. It's much heavier than I imagined. Sur les quais rafle la mise ce soir-là, obtenant 8 Oscars. Le film triomphe déjà dans les salles, porté par Marlon, la star la plus populaire d'Amérique. Il vient d'accomplir une série de 6 films mythiques. Il est l'histoire du cinéma de son temps. Il a 30 ans, une carrière magnifique s'offre à lui. Mais en a-t-il le désir? Prend-il le métier d'acteur au sérieux? 2 jours plus tard, lors d'une interview télévisée tournée chez lui, il donne sa réponse, promettant de faire mieux encore. Well, I'll tell you, Ed, up to last year, I sort of regarded acting as a means of making a living, and not much more. I was interested in other things, but I've taken a pretty active interest in it, and since I don't do anything else well, and up to this time I haven't decided what else I would like to do, I might as well put all my energies into being as good an actor as I can. Une promesse qui masque la fêlure. Sa mère, Dodie, est morte. C'est fini. Il ne jouera plus pour son regard. Marlon a perdu sa boussole. Il est anéanti. En proie à des crises de panique qui le jettent parfois sur le sol, il ne peut plus respirer. Il suit une analyse avec le Hongrois Béla Mittelman.
Plus importante que tout, les horaires en sont inscrits dans ses contrats d'acteur. Il était très dépendant du docteur Mittelman. Il a été suivi par lui pendant des années. Mittelman dit ceci, Mittelman dit cela. Comment rester Marlon Brando quand le ressort est brisé? Est-ce le même acteur qui s'engage dans L'Égyptien, Un nanar, un péplum en cinémascope, une super production en carton-pâte de la Fox? Gene Tierney, Victor Mature, Gene Simmons, toutes les vedettes sont là, attendant l'arrivée de la star, Marlon Brando. On est monté au 3e étage pour voir les producteurs. Et là, Marlon dit « Excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. » Où est-ce? On l'emmène à la porte et on lui dit « Voilà, c'est au bout du couloir. » On retourne dans le bureau, on attend, mais pas de Marlon. On finit par aller voir aux toilettes. Il a disparu. Il est parti, il a quitté le studio pour New York. C'était trop Hollywood mauvais, dira plus tard Marlon. Depuis 6 mois, scénario en poche, il avait signé son contrat. Avait-il jamais lu le script? Marlon disparaît. Se cachant à New York chez des amis, il est le fugitif, celui qui ne peut plus faire face. Daryl Zanuck, le patron de la Fox, est furieux. Il poursuit Marlon en justice, lui réclame $2 millions de dommages et intérêts. Marlon n'a pas le choix. Il sera Napoléon dans Désiré, un roman photo, en cinémascope à nouveau. Le rebelle d'Hollywood, le phare de la nouvelle génération, transformé en Napoléon d'opérette. Le suicide artistique est en marche. Well, that at least is becoming to the most illustrious traitor Francis ever known. Sur le tournage apparaît un autre acteur, désinvolte, qui ignore son texte. Le jeune homme en colère est pris au piège d'Hollywood. Un piège doré qu'il ne saura pas refuser. Marlon Brando never danced or sang a note in his life until he met Goldie. But he sings and he dances in Guys and Dolls, and he'll fracture you. Whatever you do, wherever you go, Why, Sister Sarah, why? I want to be with you. The toast of the town predicts that Guys and Dolls will be the toast of the world. À Times Square, lors de la première du film, la foule s'impatiente. Elle n'attend pas pour voir Audrey Hepburn. Elle est venue pour toucher une idole, un fantasme. Humphrey Bogart et Lorraine Bacall passent presque inaperçus. La voiture de Marlon est annoncée, mais elle est bloquée, on a brisé une vitre. C'est l'émeute. Quand l'idole arrive à pied, 50 policiers doivent lui frayer le passage. Il paniquait vraiment. Il ne savait pas comment faire face. On ne parle pas simplement d'un acteur devenu célèbre. Le monde entier parle encore de lui. À Rome, en Espagne, les mêmes foules se pressent. À Paris, on a voulu lui arracher sa chemise. Un mauvais rêve. À 15 ans, marginal, solitaire, il n'existait pas. À 31 ans, il est l'acteur le plus traqué du monde. Il suffoque.
Sa gloire est devenue un calvaire. Mais elle excite le désir des femmes. Et le sexe, chez lui, est une addiction. Marlon les veut toutes, il les a toutes. Marilyn, son alter ego, mais aussi Grace Kelly, Ingrid Bergman, Marlène Dietrich, Ava Gardner. Un tableau de chasse sans égal à Hollywood. Peut-il avoir une inconnue qu'il découvre sur une revue? Rita Moreno sera plus tard Anita, la portoricaine de West Side Story. C'est encore une débutante. Il l'a fait chercher. Quand je me suis retrouvée devant ce colosse, ce roi du cinéma, cet homme si charismatique, j'ai été littéralement foudroyée. Brando, here's the old magic, the romantic star. Leur liaison durera 10 ans. Une passion sexuelle, dévorante. Je peux seulement dire qu'il était très imaginatif et très verbal. Il avait des fantasmes très érotiques. C'était bien. J'adorais ça. Mais le problème, c'était trop de fantasmes. Sa libido est toujours en éveil, sans limite. Devant une femme, Marlon est comme un affamé dans une pâtisserie qui découvre le plus merveilleux des babas au rhum. Mr. Marlon Brando. Very often... You're one of the prettiest interviewers that I've... Thank you. You're one of the most gracious hosts I've ever met. Oh, really? Yes. So I would just like to know what consumes your thoughts in your spare time when you have any. Well, my thoughts are... What do you do? I'm interested in your face. Puis c'est une deuxième journaliste. In Boston, and our viewing audience would love to know why you're here and for you to tell us about your latest movie. You talk out of the side of your mouth. Did you ever notice that? When No, you talk. It's charming. Unintentional. It's a physical idiosyncrasy, but it's a charming one. Your hair is over your eyes. We can't see your right eye. Oh no, talking from the side of my mouth and wouldn't want to do that. Une heure plus tard, dans une rue de New York, il répond en français à une interview de Radio-Canada. Le sujet est politique. Mais voici qu'une femme passe. Il veut faire des distractions de cette femme. Elle est ravissante. Il faut mettre le caméra là-bas. Bon, un moment. Regarde un peu là-bas. C'est fantastique, cette femme. Ça, c'est méchant. Elle est jolie. C'est joli. Oui, elle est certainement jolie. Bonjour, madame. Mais après cet intermède, nous pouvons... Il faut arrêter Je tout vous de laisse suite encore regarder. s'il vous plaît. Je vous laisse encore regarder. Non, c'est plus que... C'est trop pour la journée. Mais... Elle est très... Yes. How do you do? It's very nice to meet you. What is your name? Oh, hello. Hello, sweetheart. We were just talking. Would you come in here? This is for the French... Je n'ai jamais su combien de femmes Marlon avait dans sa vie. Je continue à le découvrir. Cette femme, cette femme. Quand nous avons eu notre relation, qui a été plutôt longue, il y a toujours eu quelqu'un pour semer le trouble. La vie amoureuse de Marlon est une suite de feuilletons simultanés. Au milieu des années 50, il sera au même moment le compagnon de Katy Jurado, une actrice mexicaine. Ursula Andress, qui sera la compagne de James Dean. Carmen Amaya, la reine du flamenco. France Nguyen, une actrice eurasienne. Movita Castaneda, qu'il aimera pendant 10 ans. Il aimait avoir 3 femmes en même temps. Je suis sûre qu'à la fin, il avait encore 3 femmes. Une pour la cuisine, une pour mettre la table, une pour faire la vaisselle.
Une fois, j'étais vraiment en colère, car il m'avait promis d'être fidèle. Je découvre qu'il m'avait trompée, encore, pour la 12e ou 15e fois. Et c'est alors que le manager d'Elvis Presley m'appelle. Elvis voudrait vous rencontrer. Je me suis dit, pourquoi pas? L'autre roi. Je suis sortie avec Elvis, mais ça n'a pas marché. C'était un petit paysan. Marlon était ce colosse, cet esprit magnifique. À l'intérieur, il y avait beaucoup de choses très belles. C'était un penseur original, ce qui probablement a fait de lui un tel acteur. Aucune fantaisie pourtant dans sa stratégie avec les femmes, toujours la même. Une séduction intense, puis la disparition, puis le retour surprise. C'est l'amour tel qu'il l'a vécu dans son enfance. Il a toujours gardé un ressentiment contre les femmes. Sa mère l'avait traité si mal. Il parlait d'elle tendrement, mais elle l'a abandonné. Un prédateur qui entend être le roi des cœurs, qui souffle le chaud et le froid pour mieux contrôler les êtres. Un naïf aussi, à la recherche toujours de l'innocence. Marlon l'a trouvé chez une brune exotique, une indienne originaire de Darjeeling, une nouvelle venue à Hollywood. Anna Kashfi as Miss Young, whose help enabled one man to dare the impossible. Tant de douceur suscite un désir de mariage. Mais Marlon peut-il s'engager pour de bon? À Truman Capote, il vient d'avouer dans une interview « Je suis incapable d'aimer. C'est mon plus grand tourment. Je n'ai pas suffisamment confiance en quelqu'un pour me donner. » La colère, il la nourrit aussi contre sa mère dont il a subi l'emprise. « Si elle était encore de ce monde, je ne pourrais pas t'aimer. Elle m'en empêcherait. » écrit-il à Anna. Il avait peur d'être un fils à maman. Il me l'a dit. Parmi les choses qu'il confiait, une de ses craintes était d'être pris pour un fils à maman. Anna ressemble à sa mère. À 33 ans, il l'épouse, même s'il découvre qu'elle a inventé son passé, n'est pas indienne, mais galloise. Et lui donne un fils, Christian, qui à son tour va vivre une enfance sinistrée. 8 mois plus tard, le couple se retrouve au tribunal. Anna obtient le divorce et la garde de Christian. Un père aux si nombreuses conquêtes est néfaste à la santé mentale de son fils. Il en est éloigné par le juge. Le garçon devient l'instrument d'une vengeance. Quand le droit de garde sera retiré à Anna, elle viendra briser les vitres et même organisera un kidnapping pour le reprendre. Car la douce Anna, qui mélange alcool et tranquillisant, s'avère être une furie. L'enfer va durer 12 ans. Tahiti. For generations, the dream island of the Western world. A land of easygoing, fun-loving people. A land that has always represented escape from civilization. Loin d'Hollywood, Marlon veut retrouver une sérénité. Il y est la vedette des mutinées du Bounty et y trouve une nouvelle compagne, Tarita, 19 ans, qui lui donnera 2 enfants, Teuotu et Cheyenne. It's my name. Is my name? No. Fletcher. No, Fletcher. Carol Reed, le réalisateur du 3e homme,
dirige cette superproduction fastueuse pour laquelle la MGM a construit un 3-mâts. Mais les moteurs prennent feu. L'équipage doit quitter le navire. La mousson sévit pendant plusieurs semaines. Le plus grand désastre d'Hollywood est en marche. Mais il viendra surtout des exigences de la star. Au fait de sa puissance, Marlon a un droit de regard sur le scénario qu'il critique, rejette sans cesse. Carol Reed s'en va. Il est remplacé par Lewis Milestone, en but à la même intransigeance d'une star qui se met des boules quies dans les oreilles. Lui aussi quitte le navire. George Seaton est le 3e réalisateur. Au bout de 27 scénarios, il lui faut tourner une fin. Marlon tient le plateau à sa merci. Et sa confrontation dans le film avec le capitaine Bligh reflète son attitude sur le tournage. Jamais de cris, mais une obstruction douce. Any excuse to retard our progress, eh, Mr. Christian? But you wrong me, sir. You believe that I would willfully obstruct our progress. Come now. Why don't you admit you wouldn't lift a finger to speed it? But that's absurd, sir. Why should I not wish to do my best? Because you are the sort of self-styled gentleman who thinks only one thought. You feel only one emotion, contempt. Contempt for effort, for ambition, for anyone born less fortunate than yourself. You are poisoned with contempt, Mr. Christian, and it makes you useless to me. Au seuil de la quarantaine, qui est devenu Marlon Brando? Un partenaire méprisant? Ou bien un acteur qui n'aime pas son métier? Un homme perdu, qui ne se sent pas à sa place? Il n'avait aucun respect pour le métier d'acteur. Il le disait, si on me donnait autant pour balayer, je passerais le balai. C'est étrange. Il devait se dire que c'était un métier de femmelette, pas pour les vrais hommes. Il ne comprenait pas qu'il n'avait pas le choix. Il ne savait rien faire d'autre. Il n'avait pas la concentration. Il pouvait réparer une voiture, mais rien fabriquer. Pas s'investir dans un travail répétitif. Il n'avait pas le choix. C'est une figure tragique, Marlon. La MGM a frôlé la faillite. Tous ses dirigeants y laisseront leur poste. Et le studio lance une campagne de presse contre sa vedette. Ce mutin, responsable à lui seul d'une perte de 6 millions de dollars. Il s'agit de mettre Marlon Brando, l'incontrôlable, au banc d'Hollywood. Un monde dont il n'a jamais vraiment fait partie, qu'il a toujours dénigré. Marlon est un franc-tireur, un solitaire dont on a toléré les frasques pour son talent et sa valeur commerciale. Ce n'est pas un bon camarade. Il n'assiste pas aux soirées des Oscars. Et le voici parti loin de ce monde frivole du cinéma, fini de jouer. Sa place est désormais sur le terrain, au plus près de la souffrance. Marlon est délégué pour l'enfance de l'UNICEF. C'est un homme en colère qui arrive au Bengale. Il est bouleversé par la malnutrition des enfants. Il veut être utile. Il se sent exister. Une autre cause le mobilise au début des années 60. I'm sorry, I did not choose to sell your ticket. You do not choose to sell me a ticket? Is this because of my race? No comment. No comment. Thank you very much, sir. Celle de la ségrégation, de la lutte pour les droits civiques. À Hollywood, Marlon est l'âme des discussions qui réunissent Tony Curtis, Charlton Heston, Paul Newman. People are interested in actors like they're interested in horse racing or auto accidents or fires. Whatever the attraction is, maybe it's a cynical remark to make,
But the fact is that it will make people pause long enough to consider whether it is right or wrong that a Negro should vote, that he should have a decent place to live, that he should be able to send his kids to a good hospital. Lors de la marche sur Washington, il est aux côtés de Martin Luther King, l'apôtre de la non-violence. Mais au milieu des années 60, les ghettos noirs explosent, les émeutes éclatent, de Baltimore à Chicago. C'est alors qu'aux côtés de sa sœur Jocelyn, Marlon incarne un shérif du Sud, autre apôtre de la non-violence. Face au désir de lynchage des Blancs, il fait rempart de son corps. That's enough! You're gonna kill him! That's enough! Sous la caméra d'Arthur Penn, l'acteur et le militant se réconcilient. Un film utile. Enfin. Marlon s'investit. Sur le plateau, il se coupe des autres. Je l'ai rencontré sur ce tournage. Il m'a invité dans sa loge. J'étais très flatté. Il me dit, ce scénario, c'est de la daube. On parle, je me dis, on va être des frères. Il ne disait jamais bonjour. Il vous ignorait, sachant que vous attendiez son salut. Il était élitiste, narcissique, mais unique. Vous vouliez mieux le connaître. L'Amérique refuse ce miroir que lui tend Marlon. La presse n'y voit qu'un délire sadomasochiste. The Chase est un fiasco commercial. Le militant se retrouve alors aux côtés des Black Panthers. Martin Luther King a été assassiné. Marlon soutient ces rebelles qui portent le cuir noir de sa jeunesse. Puis il s'éloigne d'un groupe trop radical à ses yeux. Il a besoin d'argent. Il enchaîne une série de films médiocres qui tous sont des échecs commerciaux. En 7 ans, il accumule 10 fiascos d'affilée. Pour $50 000, un cachet dérisoire, il part en Angleterre tourner Le Corrupteur. Le film ensuite restera 1 an dans les tiroirs. Marlon Brando n'attire plus le public. Sa carrière est finie. « 1972. Le Parrain. La résurrection. Majestueuse. Légendaire. Miraculeuse. » Bob Evans, le producteur, ne voulait pas entendre parler de Marlon, mais Coppola, le réalisateur, a joué son va-tout. Et cette fois, Marlon veut le rôle. Il accepte même de tourner un essai, propose son maquillage. Jubilant de pouvoir disparaître complètement derrière le personnage de Don Corleone. Chef d'une famille de la mafia, Marlon soutient Coppola menacé de renvoi par le studio. Il devient aussi le parrain d'une nouvelle génération d'acteurs, celle de Robert Duvall, Al Pacino et Robert De Niro, qui voient en lui un modèle, une figure de liberté,
le regardant jouer, applaudissant sa technique. Il marmonnait dans son coin. Prêt, action, coupé. Il retournait marmonner. C'était pareil. On ne voyait ni début ni fin. Quand on dit action, vous n'avez pas à démarrer. C'est un prolongement, une continuité. My wife is crying upstairs. I hear cars coming to the house. Consigliere of mine, I think you should tell your Don what everyone seems to know. I didn't tell Mama anything. I was about to come up and wake you just now and tell you. But you needed a drink first. And now you've had your drink. They shot Sonny on the causeway. He's dead. Le roi est remonté sur son trône, écrit Newsweek, le roi des acteurs de composition. Le film est un succès phénoménal et Marlon désormais est identifié à son titre qui exprime sa place à Hollywood. L'homme nu, découpé au scalpel, celui peint par Francis Bacon qui inspire son nouveau personnage. Morceau d'histoire du cinéma et l'acteur la personne la plus extraordinaire que j'aurais jamais eue dans ma vie. Et j'avais raison, de toute façon. Face à ce jeune homme épris d'absolu, Marlon retrouve celui qu'il était, l'acteur des débuts, libre de s'exprimer. C'est un acteur qui ne voulait pas apprendre par cœur ses répliques. Mais il disait qu'il n'avait pas de mémoire. Et alors, quelquefois, il était prêt pour son gros plan. Il devait donner la réplique à Maria, qui était arrivée et se mettait à côté de la caméra. Maria arrivait à côté de la caméra avec un morceau de papier, avec un peu de dialogue sur le front, de façon que lui, il pouvait lire. Et puis, il y a tout un monologue qu'il dit en regardant le corps mort de sa femme. Et devant lui, sur le mur, il s'était écrit tous les monologues. Il ne les lisait pas, mais en soulevant les yeux, il capturait un mot, et à partir du mot, il recréait les mots invités à regarder Dernier Tango comme un documentaire un peu de cinéma vérité, comme on disait, sur Marlon. Marlon s'est livré dans ce rôle comme aucune star jamais ne l'avait fait, sans limite. Au public du monde entier, il a ouvert son être le plus intime. Mais le souhaitait-il vraiment? Je me suis demandé s'il n'était pas peut-être un peu fâché avec moi, ou même avec soi-même, du moment qu'il avait raconté des choses très intimes. Et il a compris qu'il s'est fait avoir pour un jeune metteur en scène italien de 30 ans, au-delà de ce qu'il voulait. Et ce n'est pas tellement le fait d'avoir été violé dans ses secrets par moi, c'est le fait que malgré tout, malgré toute son expérience de plateau, de cinéma, des personnages, des metteurs en scène, etc., il ne s'était pas rendu compte de combien il me donnait.
Ensuite, il a dit « Je ne ferai plus jamais ça. Je ne me dévoilerai plus jamais de cette façon. » Il a joué ensuite. Joué des personnages excentriques, ne prenant plus son travail au sérieux. Ce fut la dernière fois. Le rebelle, lui, n'est pas mort. Nouveau pied de nez à Hollywood, Marlon refuse son deuxième Oscar, celui du parrain. Une Indienne est venue le rejeter en son nom en raison du mauvais traitement réservé dans les films à son peuple. Stupeur et tremblement. Marlon profane l'institution sacrée d'Hollywood. Un Oscar dédaigné, un geste tout-puissant. D'un coup, la cause des Indiens résonne à travers le monde. Hollywood fustige l'absent, peu lui importe. Il est reparti très loin. Il s'est offert le paradis. Il est le roi de Tetiaroa. Un atoll de 13 îlots à 50 km de Tahiti. Un rêve d'enfant sur les traces de Gauguin. Depuis 6 ans, il y vit, poursuivant le fantasme de femmes primitives, de beauté candide à la peau soyeuse, qui s'offrent sans réticence au désir de l'homme. Roi de Tetiaroa, Marlon y est totalement libre. Il peut s'y retrouver, lire et méditer. Mais son royaume sera celui des utopies, un complexe touristique, un havre pour les philosophes et les scientifiques, des projets avortés, victimes de l'inconstance de celui qui préfère caresser les idées que les accomplir. Des millions de dollars sont engloutis dans le lagon. Quand il rentre à Los Angeles, il lui faut reprendre sa place devant les caméras. Son désintérêt pour ce métier s'affichait. Dans le dernier tiers de sa carrière, il n'y avait plus que l'argent. Être le roi de l'argent, exiger des cachets sans limite. 3 millions de dollars pour 3 scènes seulement dans la formule. 5 millions de dollars pour 10 minutes à l'écran dans Christophe Colomb. Et 15 millions de dollars pour 12 jours de tournage dans Superman, une somme colossale à l'époque. C'était astronomique. Mais une fois que Brando avait dit « oui, je vais jouer Jor-El dans Superman », alors les producteurs devenaient crédibles. Avant, on pouvait douter qu'ils y arrivent. En engageant Marlon Brando, ils avaient la carte. Ils l'ont payé pour sa présence, autant que pour son talent. Marlon est le père de Superman, mais il ne connaît pas son texte. Dans les gros plans, on devra utiliser une poupée qui portera un prompteur sur le ventre. Le texte est à nouveau la grande affaire quand Marlon arrive aux Philippines sur le tournage d'Apocalypse Now. Il n'a pas lu le livre de Joseph Conrad. Il ignore tout de son personnage et veut en discuter maintenant avec Coppola. Désœuvré, les dizaines de techniciens attendent. La discussion se poursuit jusqu'au soir, reprend le lendemain. Coppola est-il sûr de son scénario? Marlon en doute. Les scènes qu'il a écrites ne lui plaisent pas question de tourner. Quitte même à ne plus vouloir l'écouter, lui parler. L'obstruction douce à nouveau.
La solution viendra de la lumière, ou plutôt de l'obscurité, sur une proposition de Vittorio Storaro. Which kind of star, which kind of big actor Quel star, quel grand acteur peut jouer dans un film comme Apocalypse Now, aussi cher, dans l'obscurité. Brando a adoré l'idée. Il a voulu aller plus loin. Il avait compris que seulement comme cela, il pouvait incarner son personnage. Are my methods unsound? I don't see any method at all. I expected someone like you. What did you expect? Are you an assassin? I'm a soldier. You're neither. You're an errand boy, sent by grocery clerks to collect a bill. Surgissant des ténèbres, Marlon fascine toujours les foules. Palme d'or à Cannes, le film est un nouveau succès planétaire. Mais les ténèbres gagnent sa vie personnelle. Son avocat, puis son unique ami d'enfance, se suicide. Sa compagne de l'époque se tue dans un accident de voiture. Marlon se cloître dans sa maison fortifiée de Mulholland Drive. Il est le roi de la colline qu'il partage avec Jack Nicholson. Pendant près de 10 ans, il ne tournera pas. Sa place est celle d'un homme sans contrainte qui proclame son dégoût du métier d'acteur. Why did I make that choice? I don't find acting satisfying. I find it odious, unpleasant. It's a waste of life. It's a waste of time. I don't find it stimulating or interesting. It's not a consuming passion. I've sort of lived a contemplative life, trying to figure out what it is that I would like to do. I never really knew. Such as? I've spent hours and hours watching ants go up and down my sink. He was unbelievably lazy. Il était incroyablement paresseux. Je lui ai dit, je sais ce que tu fais toute la journée. Tu traînes au lit. Il m'a montré qu'il pouvait faire monter et descendre les stores en pressant un bouton dans sa chambre à Hollywood. Tu traînes au lit, au téléphone, à discuter avec des femmes. Sans contrainte, Marlon souffre. Quand il souffre, il ne boit pas, il mange. Sans limite, là aussi. Il pèse 130 kilos. Do you like yourself heavy? I don't care. I've been heavy, I've been thin, and I'll be thin again. Yeah. But it doesn't make that much of a difference whether you're fat or thin in life. It's just that if you're a good person. La tragédie pour moi, c'est ce qu'il est devenu. Il est devenu une caricature de lui-même. Il est devenu impossible et blessant. Il est devenu triste, complaisant, méchant, parfois cruel et sans amour. Son amour, peut-être le réserve-t-il à sa famille. Marlon n'a pas voulu de limite, là encore. Il a une douzaine d'enfants, de 7 femmes différentes.
Tel un roi primitif, il présente une partie de sa tribu, une famille qu'il protège de sa tendresse, ou bien qu'il dévore de son égoïsme. Cheyenne, la fille qu'il a eue de Tarita, a 20 ans. Elle vit dans la maison de Mulholland avec son compagnon, Dag Drolet, dont elle est enceinte. Non loin de là, tel un zombie, vit son demi-frère, Christian, le fils d'Anna Kashfi, le rescapé d'une enfance sinistrée. Le 16 mai 90, d'une balle de revolver tirée dans la joue, Christian assassine Dag Drolet. Le meurtre s'est installé dans la maison de Marlon Brando. Christian est un assassin. A-t-il voulu prouver à son père qu'il était un vrai dur? Entre cocaïne et whisky, il y a longtemps qu'il ne sait plus ce qu'est le réel. Le jour du verdict, Marlon est le dernier témoin à parler. Il lui faut obtenir la clémence du juge. Il va pendant 2 heures jouer son rôle le plus important dans un film qui est celui de sa propre vie. Look weird. I said, and he said, I killed Dag. And I looked at him and went right in the other room. I saw Dag lying there. And I breathed into his mouth and I called 911. Code section 192. Le procureur demandait 16 ans. Le juge tempère mais condamne un crime. Les larmes versées sont-elles celles d'un père au cœur brisé ou bien de l'acteur? En a-t-il trop fait? Le sait-il lui-même? Les mensonges, les tricheries ont fini par le rattraper. C'est ce qui se passe dans la vie. Vous ne pouvez pas tromper éternellement. Il truquait encore et toujours. Il n'avait pas perdu son talent d'improvisateur. Mais être un être humain, non, il n'a jamais su, jamais pu. Suis-je le garçon dont la mère était saoule? Ou celui qui est monté à New York? Qui suis-je? L'identité. Cette question heurte de plein fouet le septuagénaire. Le coup, cette fois, est porté par sa fille, Cheyenne, qui a déclaré à la presse « J'ai toujours été l'agneau de sacrifice de Marlon Brando ». Le jour de Pâques, elle se pend dans la maison de Tahiti. L'acteur vieillissant paye le prix fort. Un malheur sans limite qu'il portera jusqu'à sa mort, 9 ans plus tard, à 80 ans. Mais au cœur des ténèbres s'obstine une lumière. Celle de l'acteur de génie, qui envoûte, hypnotise. Il bafoue tous les cadres, il se moque des limites. Et il révèle le jamais vu.